J'aimerais juste savoir combien d'entre vous ont déjà commencé à monter leur boîte. Cool. Bah, j'ai rien à vous apprendre en fait. Lorsqu'on commence un projet, on a souvent 150 000 questions qui viennent en tête et on ne sait pas vraiment, en tout cas moi je ne savais pas vraiment par quel bout le prendre. J'ai eu la chance d'être très entourée au début parce que j'étais dans un master d'entrepreneuriat. Et à chaque fois que j'allais voir, il y avait des profs, des capital risqueurs, des potentiels investisseurs, des anciens entrepreneurs qui avaient déjà monté plein de boîtes. Et ils m'ont tous dit avec énormément d'insistance, Elena, il faut que tu te poses les bonnes questions. Okay, donc à chaque fois que j'allais les voir, moi j'avais des questions. Je croyais que j'allais ressortir avec des réponses et je ressortais avec une liste de questions encore plus grande. Donc je me suis dit, quand on m'a proposé de venir en parler, que j'allais faire une compilation, un best-of de toutes les questions qu'on m'a posées. Enfin, pas toutes, mais les mieux, depuis 2 ans. Parce que ça fait 2 ans que j'ai monté la boîte. D'où les fiches, puisque je les ai compilées. Alors, au stade de l'idée, il y a les questions de base que les profs posent et que tout le monde va vous poser. C'est votre projet, est-ce qu'il répond à un besoin? C'est juste la question la plus importante. Si la réponse c'est non, ça ne sert à rien, vous pouvez arrêter ou faire autre chose. Après, il y a quelle est la taille du marché qu'on vise. Ça va déterminer l'ordre de grandeur, en gros, dans quel cours vous êtes, le chiffre d'affaires potentiel, etc. et les chiffres que vous allez pouvoir mettre dans votre business plan. Alors, le business plan, est-ce que ça sert à quelque chose? Parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question. Eh bien, souvent, les chiffres qu'on met dans le business plan, on ne les réalise pas. En fait, je crois, à part peut-être Fago, tu m'avais dit ça une fois, je connais personne qui a réalisé ces chiffres. Mais en fait, un business plan, c'est 60 pages de questions auxquelles on a essayé de répondre. Ça ne veut pas dire que les chiffres sont bons, ça veut dire comment on a fait l'effort de chercher la réponse, de réfléchir à la question et de trouver les sources d'informations nécessaires pour répondre à la question. Du coup, ça entraîne une autre question. Elles sont où les sources d'informations pour pour connaître son marché? Alors, il y a les concurrents, il y a le marché, les codes, etc. Et il y a les clients. Du coup, il y a une autre question. Est-ce que vous connaissez vos clients? Est-ce que vous êtes vous-même un client du projet ou du produit que vous avez envie de monter? C'est très important. Si on ne connaît pas son client, c'est difficile. Alors, et après, il y a est-ce brevetable? Bah, si oui, tant mieux, mais sinon, c'est pas grave. Il y a la fausse question, mais ça t'en a parlé. Est-ce que c'est original? C'est pas grave si c'est pas original. On s'en fout. Enfin, je veux dire, du moment qu'il y a un besoin, on peut réinventer quelque chose qui existe, on peut reprendre une boîte qui existe et améliorer les process, et ça suffit. Il n'y a pas besoin d'inventer un truc incroyable qui n'est pas forcément utile. Il y a la question que je retrouve. Ah oui, est-ce que la solution que j'ai envie d'apporter, est-ce qu'elle existe déjà? Sinon, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes le premier à y penser, parce que tout le monde a déjà pensé à plein de choses. Donc il faut se poser la question, pourquoi ça n'existe pas? Est-ce qu'il y a un frein énorme que je n'ai pas vu, des barrières à l'entrée absolument impressionnantes? Si ça existe, eh ben, du coup, pourquoi est-ce que vous n'étiez pas au courant avant? Pourquoi est-ce que ceux qui le font, ils ne sont pas connus? En tout cas, de vous. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Est-ce que ça marche, etc. Et aussi la question, est-ce que je pourrais avoir de l'eau? Parce que je n'arrive pas à parler. C'est une nouvelle question. Merci. Donc l'idée, on a dit. Et puis après, merci, il n'y a pas de... Est-ce que j'ai le droit de boire 100 verres devant vous? Est-ce que ça, c'est possible ou pas? Après? D'accord. Waouh. Alors après, il y a l'équipe. L'équipe, il y a plusieurs configurations. Vous pouvez monter tout seul, vous associer, essayer d'embaucher en interne ou sous-traiter, etc. Alors moi, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs, je ne sais pas vous, qui me disaient ah là là, si seulement je pouvais me dédoubler, ça irait beaucoup plus vite. Donc, 2 entrepreneurs, enfin 2 associés, pareil, qui ont les mêmes compétences. C'est une possibilité. Il y a un conseiller qui m'avait dit réfléchis, tu as juste 2 questions à te poser. Quelles sont tes forces et quelles sont tes faiblesses? Je suis OK. Il me dit non, mais c'est une question importante. Parce qu'après, tu prends la liste de tes faiblesses et tu retires tout ce que tu penses que tu peux apprendre parce que tu en as la capacité, l'envie et le temps. Et après, tu vois les faiblesses qui restent. Sur les faiblesses qui restent, il faut que tu vois s'il y en a certaines qui sont des compétences essentielles, mais vraiment essentielles dans l'activité que tu as envie de lancer. Si la réponse est oui, ne te pose pas la question, tu as besoin d'un associé qui aura ces compétences-là. Parce qu'on peut tous avoir besoin d'associés, on peut tous croire qu'on se débrouille tout seul, mais ça dépend en fait aussi du projet. On ne va pas être dépendant de quelqu'un d'extérieur pour quelque chose d'essentiel dans le projet. On va perdre trop de temps et peut-être aussi trop d'argent. Donc la complémentarité des compétences, c'est important. Mais ce n'est pas la seule question à se poser quand on cherche un associé. Il y a aussi, je reprends une petite compilation. Ah oui,
Lorsque vous avez rencontré quelqu'un et vous dites, tiens, on a l'air complémentaires, peut-être qu'on va commencer à bosser ensemble. Est-ce que quand vous parlez, vous vous comprenez? Cool, il y en a certains qui rigolent. Donc c'est déjà arrivé. On ne se comprend pas forcément toujours quand on travaille avec quelqu'un. Donc est-ce que vous vous comprenez? Est-ce que vous avez la même vision pour le projet? La vision, c'est quelque chose d'hyper important. Est-ce que, je relis, ah oui, j'ai adoré quelqu'un qui me dit, mais est-ce que vos caractères sont compatibles? Non, parce que c'est un peu comme un couple en fait. Est-ce que vous vous respectez? Ça, c'est notre mentor qui nous a dit ça. Est-ce qu'il y a un rapport de force déséquilibré? À la limite, c'est pas grave, mais au moins, est-ce qu'il est stable? Est-ce que vous vous faites confiance? Finalement, quand on met en parallèle la confiance et une compétence en informatique, qu'est-ce qui est le plus important? Donc, il y a quand même plein de questions à se poser. Je parlais de mentor, c'est très important d'être accompagné. Il y a un advisory board, un comité de conseillers qui donne des conseils. Il y a aussi la notion de mentor. MoveJ, pareil. On a eu la chance d'être accompagné par le MoveJ, c'est le mouvement pour les jeunes étudiants entrepreneurs. Et vous mettre à disposition le soutien d'un mentor, c'est un entrepreneur expérimenté, plus expérimenté que vous, qui vous donne des conseils. C'est un super miroir pour vous poser tout le temps des questions, vous faire prendre du recul et sortir la tête du guidon. À propos de l'équipe, les investisseurs m'ont confié une question quand je leur ai demandé une petite compile. Ils m'ont dit que souvent dans les équipes, ils voyaient si les gens savaient écouter. Une bonne équipe, ce n'est pas que des bons exécutants, c'est des gens qui arrivent, je les cite, à allier passion pour leur projet et écoute. C'est ça qui peut peut-être faire la différence avec une autre équipe qui va être aussi super passionnée avec la même idée révolutionnaire, mais qui va peut-être pas réussir à l'exécuter aussi bien et de façon aussi pérenne. Donc l'idée on est dit, l'équipe on est dit. Après, il y a comment financer. Je vais reboire de l'eau sans verre devant vous. Exactement. Alors, le financement. Donc on peut chercher des subventions, on peut essayer de demander un prêt d'honneur, on peut aller voir des investisseurs particuliers, des business angels, des fonds d'investissement. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est pas la seule solution. Et en fait, quand on se dit, quand la question c'est je suis en train de chercher de l'argent, je fais comment? C'est pas une question, c'est pas une stratégie. D'abord, les questions qu'on m'a souvent dit de me poser, c'était d'abord de se dire, en fait, c'est quoi mon but? Est-ce que le but c'est de créer une entreprise qu'on veut garder longtemps, grâce à laquelle on a envie de vivre, éventuellement même de la léguer à ses enfants, quelque chose comme ça, ou est-ce que mon but c'est de me serrer la ceinture et monter une entreprise de fou et de la revendre dans 5 ans? Ce n'est pas les mêmes objectifs. Et en fonction des objectifs, ça va vous dire si vous préférez aller voir un fonds d'investissement ou si vous préférez aller voir un particulier ou essayer de trouver avec des amis et financer ça vous-même. Parce que plus la démarche est logique, plus les gens ils vont dire « Ah oui, ce projet me correspond, je vais avoir envie d'investir ». Ça sert à rien de taper à toutes les portes, on perd du temps. Et comme dit Frédéric, il y a énormément d'argent à prendre en France, on a beaucoup de chance, donc si c'est bien ficelé, ça passe, il n'y a pas de problème. Du coup, il faut aussi se demander, est-ce que vous préférez avoir une petite part d'un gros gâteau ou une grosse part d'un petit gâteau? Ça reprend ce que tu disais. Est-ce que vous préférez limiter les risques et limiter les gains potentiels? Ou est-ce que vous êtes OK pour prendre tous les risques sur vous et si ça marche, remporter le paquet? À ce moment-là, dans un cas, c'est peut-être mieux d'aller chercher un investissement et dans l'autre cas, c'est peut-être mieux d'aller chercher un prêt. Donc c'est d'abord à vous de vous poser les questions pour déterminer la stratégie financière. Et après, c'est beaucoup plus facile de trouver les fonds. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Bon, donc une fois qu'on a dit ça, on a un petit peu avancé sur l'idée, l'équipe, la stratégie. Bon, maintenant, il faut aller chercher les fonds. Que ce soit auprès d'une banque, auprès d'un business angel, auprès d'un fonds. En gros, les gens vont poser toujours à peu près les mêmes questions. Vu que je leur ai demandé à tous et qu'ils m'ont tous redonné à peu près la même liste. C'était, déjà, est-ce que vous avez déjà fait des ventes tests? Encore une fois, ça reprend un peu ce qu'il disait. Des ventes tests, c'est hyper important. Je sais que nous, quand on a commencé, on était 2, on connaissait rien à la chaussure, pareil. Et c'est que grâce aux ventes tests qu'on a pu intéresser un fonds d'investissement qui, de toute façon, ne s'intéresse pas du tout aux chaussures normalement et fait que du web. C'est la preuve qu'il y a un concept et que vous pouvez vendre. Donc faites des ventes tests. Ensuite, quels sont vos coûts? Fixe et variable. Je suis super contente de voir que vous notez des questions. C'est un grand bonheur. Donc quels sont les coûts fixes et variables? C'est une question classique. Mais du coup, ça ne permet pas juste de connaître ses coûts, ça permet de voir un petit peu à quel niveau va être le seuil de rentabilité. Bon, ça, je ne vous apprends rien. Il y a le seuil de rentabilité en valeur, c'est-à-dire en euros,
mais il faut quand même toujours le calculer en volume, c'est-à-dire en unités, et si possible en date. En date, on sait que votre chiffre sera faux, c'est normal, il est toujours faux. Mais au moins en volume, ça donne une image de combien d'unités, que ce soit un produit ou un service, je dois vendre pour atteindre mon seuil de rentabilité. Et là, vous pouvez regarder les frais fixes et vous demander lesquels sont récurrents. Et si jamais les prévisions ne se passent pas comme prévu, ce qui est toujours le cas, si ça met plus longtemps que prévu, combien de temps vous pouvez tenir pour atteindre ce chiffre sans que ça fasse augmenter vos dépenses? Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de tout ça, mais du coup, ça amène aussi à la question combien de temps je peux tenir sans me payer. Voilà. À quel moment j'estime que je dois me payer? Et ça, c'est des investisseurs qui disaient est-ce qu'en général, les gens se disent que je vais pouvoir me payer à partir du moment où la société va faire du profit? Ou est-ce que je vais commencer à me payer quand je ne pourrai plus payer mon loyer perso? C'est pas le même moment parfois, malheureusement. Est-ce que mon associé, ça, j'ai bien aimé, est-ce que mon associé et moi, on peut tenir aussi longtemps sans salaire? C'est chaud, c'est pas forcément évident. Est-ce que on en a parlé avant ou pas? Est-ce que une fois qu'on pourra se payer un salaire, les deux ont la même prétention de salaire en fonction de leur vie et en fonction de ce qu'ils apportent à l'entreprise? Donc ça, c'est des choses où c'est mieux de se poser la question avant. Et puis, dans un autre sujet, est-ce que vous prévoyez d'embaucher? C'est une question que les investisseurs posent toujours, et c'est important. Donc, une fois qu'on a passé toutes ces questions sérieuses, il y a quand même des petites questions un peu plus drôles qui arrivent souvent, genre les proches, très bienveillants et très gentils, qui disent quand est-ce que tu vas arrêter de t'amuser et que tu vas chercher un vrai travail? Bon, ça, il faut l'attendre. Il y a la question des journalistes, qui veulent toujours qu'on leur raconte une histoire. Ça va venir aussi, et c'est génial. Il y a la question que vous allez entendre 100 fois. Oh, c'est génial ce concept, elle vous est venue comment l'idée? Il faut être prêt à le répéter 100, 200, 300 fois. Et autant de fois, c'est toujours un kiff parce que ça veut dire que ça intéresse les gens. Et enfin, il me reste combien de temps? Génial. Et enfin, il y a les questions que vous pouvez vous poser à vous-même. Et ça, en fait, c'est les plus importantes. Qui suis-je? Pourquoi je veux monter ma boîte? Et tout à l'heure, on disait combien de temps je peux tenir sans me payer. Mais il y a aussi combien de temps je suis prêt à accepter de tenir sans me payer. Indépendamment de... Enfin, combien de temps je veux, en fait, tenir sans me payer. Parce qu'au bout d'un moment, même si on est ultra motivé, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, on peut se démotiver. C'est humain, c'est normal. Donc, il faut quand même y penser avant. C'est une bonne question intéressante à se poser. Quelles sont mes motivations? Donc, il y a l'argent, ok, mais il n'y a pas que ça. Et puis, s'il n'y a que ça, faites pas entrepreneur, hein, c'est sûr. Ne pas avoir de patron. Est-ce que c'est prouver qu'on est capable? Prendre une revanche, ça peut être la gloire, ça peut être le goût du challenge, ça peut être la passion, ça peut être le fait d'être un jour sur scène au Salon des entrepreneurs, ça peut être l'envie de changer le monde, ça peut être... En fait, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça peut être plein de choses, mais en fonction de votre réponse, ça va peut-être modifier le type de société que vous avez envie de monter. Donc c'est important de se poser ces questions-là. Est-ce que, par exemple, j'ai envie de devenir super successful, avoir plein de gens qui travaillent pour moi, des centaines de personnes, travailler nuit et jour, ou est-ce que j'ai envie de créer une société qui va me permettre d'avoir des horaires flexibles, pouvoir m'occuper de ma famille et des enfants si j'en ai? En fonction de ça, en fait, ça va changer les réponses à toutes les questions qu'on a dites avant. Et ça va changer le type d'investissement que vous allez chercher, etc. Parce que tout est cohérent, à la base, ça part de vous. Donc, en fait, le plus important, c'est les questions perso. Et à la lumière de ça, il faudrait refaire la liste depuis le début et revérifier toutes les réponses. Et j'aimerais finir sur la question d'un ami entrepreneur, fondateur de Forgetbox, comme ça je l'ai casé, qui m'a dit une question vraiment bien qu'un jour un investisseur lui a posée. C'est est-ce qu'en faisant ce projet, vous faites ce que vous pouvez faire de mieux?